Oui, la location meublée a eu quand même quelques soucis. Comme vous le savez, on réintègre aujourd'hui les amortissements lorsque l'on vend le bien qu'on a exploité en LMNP. Par conséquent, on va essayer de se reconcentrer sur un mode d'exploitation qui avait un petit peu perdu ses lettres de noblesse, notamment à l'époque des taux bas. Je parle bel et bien de la location nue. Et oui, elle présente le sale désavantage d'être imposée à la tranche marginale d'imposition. Et en plus, on va rajouter 17,2% de CSG-CRDS, ce qui fait que généralement, on arrivait très vite à avoir une imposition quasiment de 50% sur ce mode d'exploitation de la location nue. En plus de ça, l'autre problème qu'on a, c'est que effectivement les amortissements du LMNP vont venir fortement dégréver la base taxable du résultat sur l'exploitation. Le problème de la location nue, c'est que votre capital restant dû, entre guillemets, c'est-à-dire que sur votre échéance de prêt, vous avez évidemment le capital, les intérêts et l'assurance. Or, le capital, vous ne pouviez pas le sortir de votre base taxable et donc c'est aussi pour ça qu'on avait parfois des gros cash flow négatifs et des grosses difficulté à payer son impôt parce qu'on devait payer de l'impôt sur de l'argent qu'on ne touchait pas, on va dire de manière très concrète. Mais aujourd'hui, la situation est un petit peu différente et il s'avère que le déficit foncier, c'est bel et bien de ça dont on va parler, peut reprendre ses lettres de noblesse, notamment si vous avez un projet d'investissement immobilier avec des travaux quand même relativement conséquents. Et il m'apparaissait quand même important de repréciser un petit peu comment est-ce que ça fonctionnait tout ça, parce que je trouve qu'il y a des belles opérations à faire et quand on discute avec des investisseurs, on va dire, qui ont beaucoup d'expérience ou qui ont commencé l'investissement par exemple en 2015, en 2010, en 2005 ou en 2000 tout simplement, tous faisaient de la location nue au travers de ce style d'exploitation exclusivement. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, ils faisaient des gros travaux. Effectivement, ils avaient des taux d'intérêt qui étaient assez importants et donc du coup, ils avaient quand même beaucoup, on va dire, à sortir. Mais la plupart des gros investisseurs que je connais, aucun ne fait de location nue et encore moins de location meublée, et encore moins de location courte durée. Par conséquent, on va essayer de reprendre un petit peu ensemble ce que c'est que le déficit foncier et dans quel cadre est-ce qu'on pourrait l'utiliser si jamais ça peut vous intéresser. Donc le déficit foncier, c'est un mécanisme fiscal très intéressant en France pour les investisseurs immobiliers. Il permet de réduire son impôt sur le revenu en cas de travaux importants dans un bien mis en location. Pour ça, je voulais vous prendre quand même un exemple très particulier. Pourquoi ? Parce qu'il m'est arrivé. On va d'abord voir ce qu'il y a de déductible. Alors qu'est-ce qu'on a de déductible ? Évidemment, les travaux d'entretien, de réparation et d'amélioration. Alors attention, tout ce qui va être construction, tout ce qui va être agrandissement ou reconstruction, typiquement, moi il y a un truc qui m'énerve un petit peu, c'est lorsqu'un agent va vous dire par exemple, écoutez, voilà, il y a le grenier qui est aménageable, vous pouvez, les combles sont aménageables, vous pouvez recréer un autre appartement. Et bien dans ce cadre-là, si vous commencez à créer un appartement dans une surface qui n'était pas exploitée, absolument pas, et bien là par contre, attention, vous ne pouvez pas profiter du déficit foncier. Donc je connais des personnes qui ont fait ça, qui ont aménagé des combles aménageables en appartement et qui n'ont rien pu déduire et donc qui se sont quand même retrouvés à faire péter complètement leur fiscalité là-dessus. Évidemment, les intérêts d'emprunt, vous avez également les charges de copropriété non récupérables que vous pouvez déduire de vos revenus bruts. Vous avez la taxe foncière bien évidemment, les assurances et les frais de gestion. Donc on va prendre un exemple très concret. Mettons par exemple que vous ayez acheté un appartement à 100 000 € et que vous fassiez 100 000 € de travaux dessus. Donc on tombe complètement dans les travaux de réparation et d'amélioration. Supposons par exemple que vous avez acheté une surface brute. Pour ceux que ça intéresse, par exemple, vous avez une vidéo sur la page principale. Si vous cliquez sur ma chaîne, vous avez une vidéo qui va apparaître. Et là, vous voyez par exemple la transformation d'une surface brute. Je vous invite à aller la regarder, ça peut être sympa. Et donc du coup, évidemment qu'on va aller choisir la mise en location donc au réel et pas au micro. Je vous rappelle qu'il y a deux systèmes pour la location nue, donc c'est le système du micro, donc c'est un abattement de 30% et donc vous êtes imposé sur les 70 restants. Et vous avez également le réel, donc là c'est-à-dire qu'on va prendre vos loyers bruts, on va tout défalquer, tout ce qu'il y a à défalquer, et ensuite vous allez payer sur ce qui reste entre guillemets. La plupart du temps, le régime réel est beaucoup plus intéressant que le régime micro, à moins que vous achetiez une surface qui est déjà établie et où vous avez quasiment pas de travaux et où les charges de copro et les taxes sont assez faibles. Mais en dehors de ça, honnêtement, ce n'est pas très intéressant d'aller faire du micro. Donc on va prendre ça, on va supposer qu'on va percevoir 6 000 € par an. Donc ok, on a acheté 100 000, on a mis 100 000 € de travaux et on a 6 000 € de loyer par an. Les autres charges hors travaux, donc taxes foncières, etc., on va supposer qu'on a 2 000 €. Alors comment est-ce qu'on fait le calcul du déficit foncier ? Pour faire court, évidemment qu'il y a plein de manières un petit peu entre guillemets, il y a plein de X et de Y.
Donc, on va avoir le total des charges déductibles, donc on a 100 000 euros de travaux et on a 2 000 euros d'autres charges, ce qui nous fait un total de 102 000 euros sur l'année N, l'année où vous avez acheté. Évidemment que si vous avez acheté au travers d'une agence, il y a aussi les frais d'agence que vous pouvez enlever. Et donc, on a 6 000 euros de loyer. Donc, on a 102 000 euros moins 6 000 euros, ce qui va nous faire un joli total à 96 000 euros. Ça, c'est votre déficit foncier sur l'année N. Eh bien, ce déficit foncier, évidemment qu'on ne va pas pouvoir le sortir directement, et donc du coup, on va le répercuter et on va le répertorier sur d'autres années. Donc, on a jusqu'à 10 700 euros qui peuvent être imputés sur le revenu global sur la première année. Donc, à l'année N, vous allez pouvoir creuser votre IR jusqu'à 10 700 euros. Mais ça, que la première année. Et ensuite, évidemment, qu'on va pouvoir imputer ça sur les revenus exclusivement fonciers. Et donc, le solde qui va rester après l'année N, donc à partir de N plus 1, ça va donc être ces 96 000 euros moins 10 700 euros, soit ici 85 300 euros que l'on va donc défalquer de 10 700 euros tous les ans pendant 10 ans du coup des revenus fonciers, ce qui va nous permettre comme ça de ne pas payer d'impôts pendant 10 ans. Donc il y a quand même quelques conditions à respecter pour pouvoir faire ça. Le bien doit être loué nu et vous devez le conserver au moins 3 ans après l'imputation du déficit foncier global. Sous peine de quoi, je vous assure, et ça c'est quasiment automatique, vous vous faites redresser. Ils font ultra gaffe là-dessus sur les déficits fonciers, dans la mesure... J'ai déjà eu le cas où par exemple c'était une personne qui avait effectivement fait ça, qui avait déclaré un déficit foncier, qui ne l'avait jamais loué en nu, qui était directement passé en meublé parce que le LMNP était plus intéressant. Au final, 3 ans après, ils lui sont retombés dessus et je vous garantis que le redressement a fait quand même extrêmement mal. Et évidemment, l'autre condition, c'est qu'il faut être au réel, mais ça, vous l'avez bien compris. Et ensuite, ce qui est bien important de garder en tête, c'est que dans la mesure où vous avez imputé un déficit foncier, lors de la revente, vous ne pourrez pas le réintégrer. C'est-à-dire que votre prix de revient sur l'appartement que vous avez acheté, on va dire 100 000 plus 100 000 euros de travaux, donc théoriquement, vous l'avez acheté en prix de revient à 200 000. Oui, mais vous l'avez gardé 10 ans et ces 100 000 euros, vous ne les avez consommés, entre guillemets, pour ne pas payer d'impôts au travers du déficit foncier. Donc, le prix qui va être pris pour justement que l'on calcule votre plus-value lors de la vente, ça va être 100 000. Ce ne sera pas 200 000. Pour peu que vous ayez fait une plus-value, disons de 50 000 en réel, donc en gros, vous revendez à 250 000. Donc, la vraie plus-value, c'est 250 à 100 000, puisque effectivement, le déficit foncier, eh bien, vous ne pouvez pas en profiter, ce n'est pas votre prix de revient final. À moins que vous n'en ayez pas sorti, que vous n'ayez pas fait de revenus fonciers, de déficit foncier, auquel cas là, vous pouvez repartir quand même d'un peu plus haut. Mais ensuite, c'est bel et bien comme ça qu'on le calcule. Donc, le déficit foncier va quand même, vous ne pouvez pas gagner sur les deux tableaux, entre guillemets, quoi. Donc, votre plus-value, elle ne va pas être de 50 000, mais elle est bel et bien de 150 000, dans la mesure où vous avez consommé votre déficit foncier. Donc, il faut bien y faire gaffe. Et ensuite, évidemment, que c'est l'impôt à la plus-value des particuliers qui s'applique dans ce cadre-là. Et donc, plus vous le conserverez longtemps, votre bien, plus évidemment que vous aurez une plus-value qui sera faible et au bout de 30 ans, vous serez complètement exonéré de plus-value. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le revenu foncier. Évidemment que si vous multipliez les opérations, ça peut être entre guillemets cumulable et puis vous pouvez recréer un autre déficit foncier sur un autre bien. Et c'est comme ça que j'ai des personnes qui ont construit un patrimoine immobilier plus que conséquent, à plusieurs millions d'euros, bien que là, avec l'IFI, on va dire que ça leur coûte un petit peu d'argent aujourd'hui, mais enfin bon, bref. Et donc, du coup, ils ont pu ne pas payer d'impôts sur leur revenu comme ça pendant des années, enfin sur le revenu foncier pendant des années, parce que effectivement, entre les intérêts d'emprunt, les travaux qu'ils avaient faits, ils ne payaient strictement pas d'impôts. Ils se sont construits vraiment un gros patrimoine. Et là, maintenant qu'ils arrivent un petit peu à la fin de leur crédit, je vous assure qu'ils ont la belle vie, mais c'est vraiment à ce moment-là qu'ils peuvent, entre guillemets, profiter et quitter, entre guillemets, leur emploi ou commencer à réduire leur temps de travail parce qu'ils arrivent au bout des crédits et parce que il y a quasiment plus rien à payer. Mais par contre, effectivement, sur la fin de leur crédit, c'est ce qu'ils expliquent aussi, il y a quand même une grosse douleur sur les revenus fonciers parce que, je vous le rappelle, au début, les intérêts d'emprunt, effectivement, ils sont quand même assez élevés, donc au début, on ne paye pas trop, mais lorsque vous avez consommé votre déficit foncier et que, évidemment, vos intérêts d'emprunt commencent à se réduire et que vous ne remboursez plus que du capital, là, la fiscalité a une sale tendance à se réveiller et c'est pour ça que parfois, vous pouvez être dans des situations où vous courez après les opérations pour aller recréer du déficit sur d'autres opérations pour éviter la fiscalité qui se réveille et qui peut faire parfois extrêmement mal. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Voilà pourquoi est-ce que la location nue n'est pas forcément pourrie. Dans la mesure où vous avez une vraie
pas passion, mais un vrai penchant, on va dire, pour les travaux, ou que vous avez un gros réseau d'artisans locaux parce que vous voulez être créé au bout d'un certain temps, ou parce que vous êtes du métier, ça peut vraiment être intéressant. Alors évidemment, les travaux, c'est comme les guerres, on sait quand on les commence, on ne sait jamais quand on les finit. Donc attention, il faut quand même être un peu, entre guillemets, bricoleur. C'est pour ça que j'aime bien dire aussi que l'immobilier, il faut le faire près de chez soi. Mais les lettres de noblesse du déficit foncier sont là. Et honnêtement, c'est une stratégie qui marche, en tout cas dans le long terme. Et c'est comme ça que j'ai vu les plus gros patrimoines se construire, entre guillemets. Je ne connais pas encore grand monde qui s'est construit un patrimoine monstrueux au travers de la location courte durée ou au travers du LMNP de manière générale. Donc j'ai envie de vous dire, essayez quand même de songer à ce déficit foncier et à la location nue. Si vous avez un grand appartement qui est en location nue, et ben effectivement, vous n'avez pas forcément de turnover, donc une fois que vous avez fait l'opération, vous êtes plus ou moins tranquille pendant quelques temps. Et si effectivement votre fiscalité se réveille au bout de 5, 6, 7 ans, pourquoi pas aller refaire une autre opération, sachant que vous avez amorti du capital par ailleurs. Bref, c'est une vraie stratégie long terme à la location nue, et c'est celle, j'ai envie de vous dire, qui a produit le plus de résultats, en tout cas chez les personnes, entre guillemets, qui ont réussi, que je connais. Il n'y en a vraiment pas beaucoup qui font du meublé, je ne vous le cache pas. J'espère que cette vidéo sur la location nue vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que effectivement de toute façon il n'y a plus rien à faire, que ce soit ou à l'MNP ou à la location nue, auquel cas ça ne nous intéresse pas du tout, ou est-ce que en tout cas ma vidéo en termes de location nue et au travers de ce système de déficit foncier, eh bien vous inspire quelque chose. En tout cas, si vous avez des questions, je vous invite à me les poser dans les commentaires et à me rejoindre dans le groupe privé WhatsApp. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, ciao!